Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, pas de la mentale. Pas de la mentale, même si ça arrive très très bientôt. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être à cause que vous êtes rendus des habitués, des fidèles de droit au but, ou parce que vous suivez une page sur Instagram, une personne qui est devenue influente au courant de l'année 2023. C'est Montréal Crack. Monsieur Montréal Crack qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très très bien, merci à toi Nick et merci de me recevoir. Écoute, évidemment, nous on se connaît depuis un petit bout déjà, mais pour l'audimat qui ne te connaît pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Donc je m'appelle Anis, j'ai 26 ans. En gros, Montréal Crack, c'est un peu une page Instagram que j'ai créée à la base dans l'objectif de mettre la lumière sur certains talents qui étaient dans l'ombre et un peu pour donner leur juste aux gens et à tous les agents du foot sur le foot québécois et sur les talents qu'on a sur notre territoire. Parce que là, c'est ta première apparition comme ça télévisée. Je dis télévisée, c'est un grand mot là, mais c'est sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la première fois comme ça que tu te présentes? Oui, c'est la première fois et les gens qui regardent en ce moment risquent de découvrir que c'est moi. À la base, moi, Nick, j'ai été souvent sur les terrains. J'ai entraîné au niveau amateur pendant 7-8 ans dans plusieurs clubs différents. Donc, il y a des joueurs qui vont dire « Ah, finalement, c'est lui, Montréal Crack ». Mais oui, c'est la toute première fois. Et je ne suis pas quelqu'un qui cherche vraiment de mettre l'attention sur la personne qui gère Montréal Crack. Pour moi, l'attention, je la donne tout aux joueurs. Donc, c'est pour ça un peu que je me retire, moi, vraiment de la page où je suis presque jamais dessus, si c'est pas jamais. Mais oui, avec toi, c'est la première fois qu'on va me voir, clairement. En tout cas, je suis très content de t'avoir ici. Très content parce qu'on a un peu un destin lié, parce qu'on a commencé à peu près nos deux pages en même temps. D'ailleurs, tu vas fêter, je dis tu vas fêter, mais peut-être à l'heure où la vidéo va sortir, tu auras déjà fêté tes 1 an. Donc déjà là, félicitations. Ah, merci. C'est du travail. Très content aussi de l'engouement que tu génères par rapport à la communauté dans le football à Montréal, que ce soit les jeunes, parce que très clairement, il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, mais aussi, comme tu as dit, il y a très certainement le milieu du football aussi qui est plus structuré. Je parle de clubs, d'agences. Donc, encore une fois, je pense que ça, c'est tout le mérite qu'on mérite d'avoir quand on fait un très bon boulot, parce que tu fais du très bon boulot. Merci. Et je pense que justement, on va en parler parce que, bon, aujourd'hui, très clairement, j'imagine que ça va être dans le titre de la vidéo. Tu n'es pas venu non plus avec rien. Tu es venu avec un 11 de jeunes joueurs qui t'ont épaté, qui t'ont ébloui durant l'année qui est l'année dernière, l'année 2023. Mais avant ça, j'ai envie de faire une perspective de justement ton année à toi, ton année 2023, parce qu'elle a quand même été très chargée. On parle justement du lancement à la fin de l'année, tu as fait des showcases. Alors moi, j'ai envie de commencer par pourquoi Montréal Crack? Pourquoi avoir décidé déjà le titre, le nom, Montréal Crack? Et comment cette idée est venue? En soi, à la base, moi qui a beaucoup erré sur les terrains, que ce soit en tant qu'éducateur ou juste comme partisan, je savais très très bien qu'on avait énormément de pépites. Et pour moi, le terme crack, c'est un terme qui est utilisé dans plusieurs langues différentes. C'est un peu informel, mais on sait très bien ce que ça veut dire, ou ça représente vraiment une pépite, quelque chose d'hors norme, de spécial. Et donc, pour moi, je couvre et je parle un peu des joueurs de toute la région de la province. Mais puisque Montréal, c'est vraiment là, par exemple, on a le seul club pro de la ville et que vraiment l'attention générale médiatique du foot amateur, c'est vraiment sur Montréal qu'elle est tournée, même si on a du foot partout. C'est de là que ça vient le terme. Qu'est-ce qui t'a, on va dire,
inspiré justement à créer une page, parce que ça part un peu d'une page aussi sur Instagram, Ouais. où là, tout l'engouement, c'est un truc de fou, j'ai envie de dire, que ça a pris au cours de l'année. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement à débuter là? Ben, écoute, moi, à la base, c'était vraiment par passion. Parce que, comme je te dis, avant même d'avoir créé la page, j'allais regarder des matchs. Vraiment pour le plaisir et pour aller voir ce qui se fait sur notre province, ce qui se fait sur nos terrains. Donc, moi, je l'ai lancé, j'avais même pas de logo, rien. C'était vraiment par pure passion et pour tester un peu, pour prendre la température sur quel engouement ça pouvait avoir. Moi, je suis un passionné, honnêtement. Puis, comme j'ai dit au préalable, pour moi, l'attention, elle va aux joueurs, elle va au talent de notre province. Puis, en soi, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, à la base, c'est pas pour rien qu'on voit ma face sur la plateforme juste un an après. Ouais. C'est que tout ce que je veux faire, c'est redorer le blason de tous nos jeunes talents ici. Mais non, en soi, c'était vraiment spontané et par passion. Et à la base, j'étais même pas certain vraiment du format que j'allais avoir. Tout ce que je voulais, c'est de mettre en avant nos talents. Donc, tu te consacres aux jeunes. Exactement, totalement. Totalement dévoué, ça, on le voit, comme tu as dit aussi. C'est surtout le fait que tu fais ta première apparition, j'ai envie de dire maintenant, Ouais. un an après, ça le montre. Donc une journée, j'ai envie de dire, une journée, voire une semaine, dans la vie un peu d'Anis de Montréal Crack, elle ressemble à quoi? Donc en soi, il faut savoir que les matchs se jouent le week-end. Depuis quelques années, c'est uniquement le week-end sur toutes les catégories. Il faut savoir qu'il y a beaucoup du travail, entre guillemets, que je fais, qui est vraiment dans les coulisses, où c'est pas le fait d'être présent au match. Parce que moi, par week-end, je peux assister facilement à 4 matchs. Okay. C'est déjà arrivé que j'assiste à 5, voire 6, mais facilement, j'assiste à 4 matchs. Et un peu comment je teste le succès de la page, c'est surtout dans les relations que je crée et dans les opportunités que je peux donner aux jeunes. Parce que la page, elle a pris un certain engouement, il y a une crédibilité aussi qui s'est créée grâce à la page. Puis, il y a des parties prenantes qui ont le bras long, qui suivent et qui me font confiance. Donc, souvent, il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder ça et qui vont pouvoir témoigner. Beaucoup de ce que je fais, c'est à tous les jours au téléphone avec un recruteur, avec un agent, avec un agent de placement, toutes ces choses-là. C'est vraiment ça que ça ressemble ma semaine quand c'est consacré un peu aux activités de Montréal Crack. Donc oui, donc, par exemple pour les matchs, je regarde qu'est-ce qui se trame le week-end suivant, comment est-ce que j'arrange mon horaire, et puis comme j'ai dit, beaucoup de gens qui me regardent m'ont déjà vu sur les terrains, ça c'est sûr. Dans le fond, ton travail, c'est presque du scouting en fait. Oui, en fait, je me considère un peu scout indépendant. Okay. Donc, le fait de me présenter sur les terrains, de visionner plusieurs matchs de la même équipe, c'est ce que j'aime faire. J'aime voir une certaine équipe dans plusieurs situations différentes. Certains joueurs aussi, parfois, quand j'en aurais ciblé. Puis oui, en soi, le fait d'assister au match, de noter certains joueurs et d'essayer de voir leur progression dans certaines situations différentes, on pourrait considérer que c'est du scouting. Oui. Ça me permet un peu le fait qu'on parle un peu de scouting, ça me permet aussi de parler un peu de ta vision du football. Parce que je pense qu'on en a parlé très souvent en off. Nous, on a une vision, entre toi et moi, j'ai envie de dire, qui se diffère un peu. Tu as une vision très particulière qui est tout à fait respectable. Et je la respecte. Hein. Attention, je la respecte pas. On parle de foot. Ouais, voilà, on parle de foot. Est-ce que justement, dans le profil de joueur que tu recherches, tu donnes davantage, on va dire, tendance à ce profil-là? Et si tu peux aussi expliquer le profil, j'ai dit
le profil que tu aimes le plus, pas dans le sens que tu fais que regarder ça, mais j'imagine c'est le profil qui t'éblouit le plus, que tu aimes beaucoup. Est-ce que justement tu pourrais m'en parler? Ben, honnêtement, si je fais un profil type, Mm. pour moi, honnêtement, il faut qu'un joueur il ait quelque chose de spécial et qu'il sorte du lot. Par au moins une qualité. Mhm. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement le joueur qui est capable de dribbler 10 joueurs et de marquer, pas nécessairement. Oui, Ouais. ça aussi, Après, j'ai un œil sur ça. des joueurs comme ça, c'est des joueurs générationnels, on est Voilà, obligé de les exactement. regarder. Ouais. Mais c'est pas que ça qui, pour moi, représente quelque chose de spécial. Mhm. Parce que dans le foot, sur un terrain à 11, on n'a pas que besoin de ce profil-là. Mhm. Et c'est pour ça que quand je regarde un match, j'essaie de voir un peu si certains joueurs ont des qualités qui leur sont propres et qui leur font sortir du lot, au moins dans leur génération, contre les joueurs de leur propre âge. Mhm. C'est déjà une chose. Par la suite, quand je regarde aussi certains joueurs, je les visualise sur potentiellement plus tard et dans un niveau plus élevé, comment ils pourraient se traduire. Okay. Est-ce que, par exemple, un tel ailier, ça a l'air un peu juste pour sa génération. Par contre, latéral droit, je pense qu'il pourrait passer pro. Ou des trucs du genre. Un 10, où oui, il fait des différences dans sa catégorie d'âge, mais c'est pas flagrant et c'est pas, comme tu as employé le terme générationnel, c'est pas générationnel. Par contre, il a d'autres qualités qui feraient de lui un excellent 6 à un plus haut niveau. Ou des trucs du genre. J'essaye pas de juste regarder le match sur le poste et la situation dans laquelle il est actuellement, mais j'essaye de voir aussi un peu comment ça peut se traduire à un plus haut niveau. Tu me parles parce qu'on parlait tout à l'heure, c'est du scouting un peu indépendant que tu fais. Alors forcément, il y a un volet technique. Parce que quand on regarde les matchs, je sais qu'on bouffe des matchs par année du monde amateur, des centaines et des centaines. Forcément, il y a l'aspect technique du joueur qui est mis en place. Mais si on parle un peu de... il y a des joueurs qui sont moins clinquants techniquement, mais que pourtant, c'est plus dans peut-être les attributs, que ce soit physique, je dis physique, la capacité à répéter des efforts. Ouais. Le premier joueur qui me vient en tête, c'est un joueur que François Bourget il a formé, c'est un gars comme Valentin Rongier. Techniquement, oui, il se débrouille. Sa qualité première, c'est pas vraiment la technique. Pourtant, c'est quelqu'un que mentalement c'est très fort, c'est très solide. Quand on est scout, est-ce qu'on réussit quand même à voir ce type de joueur? Déjà, par exemple, si je prends l'exemple d'un Valentin Rongier, et juste pour mettre en contexte, on prend un joueur pro et qui joue au plus haut niveau. Oui, exactement. C'est difficile de dire que ce n'est pas un joueur vraiment technique. Parce que là, on le regarde au plus haut niveau. Exactement. Par contre, si on regardait Valentin Rongier dans sa catégorie d'âge, c'est clair que si on demande à M. François Bourget, qu'on salue d'ailleurs, que dans sa catégorie d'âge, il était au-dessus. Ouais, c'est sûr. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui doit faire, qui sert un peu de billet d'entrée, entre guillemets, où si dans ta catégorie d'âge, tu es au-dessus techniquement, mais là, on peut commencer à voir et à visualiser comment ça peut se traduire au-dessus. Mais par contre, un joueur qui a comme plus des qualités physiques comme atout numéro 1, moi, je regarde ça beaucoup aussi et c'est à noter. Ça, c'est sûr, on a besoin de tout sur un terrain. Le seul problème, qui n'est pas un problème, mais le seul bémol, c'est que ça ne dépend pas de toi, l'éducateur ou le scout ou l'entraîneur pro par la suite, si ce gars-là va passer au prochain niveau. Ça dépend de lui s'il va faire le travail technique qu'il faut. Parce qu'il faut ses qualités techniques pour passer au prochain niveau. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est pour ça que il faut, dans ces cas-là, pour moi, il faut voir aussi le profil psychologique, mental, et si le gars il a vraiment envie. Parce qu'il va falloir que lui-même fasse des heures en plus techniquement à l'entraînement et à toutes les semaines pour travailler sur ces lacunes-là. Donc, c'est pour ça que c'est un peu délicat ces profils-là, parce que pour moi, ça ne dépendra pas de toi s'il passe au prochain niveau, mais bien de lui s'il fait ce travail d'excédent.
et qui pourra le permettre d'atteindre le prochain niveau. Parce qu'évidemment, un joueur qui allie qualité physique et technique, ça devient très très intéressant. Alors, justement, tu me parles c'est un peu le contraste entre la qualité technique et la qualité physique. Pour toi, c'est ton avis propre, c'est ton avis personnel. Si tu as un joueur qui est techniquement bon, je l'ai déjà posé ce dilemme, si tu as un joueur qui est techniquement bon, mais physiquement c'est compliqué, qu'il a besoin d'étoffer, et au contraire, tu as un joueur qui physiquement il est fort, techniquement il a besoin de s'améliorer pour passer au top. Et il te reste une place dans ton équipe et tu sais que ça c'est l'équipe pro. C'est un jeune à former. Tu prends lequel? Ben, honnêtement, là, si on parle d'équipe pro, c'est clair qu'il va falloir juger. Il y a plusieurs facteurs. Là, Nick, tu me mets dans un bourbier. Mais c'est clair qu'il va falloir juger sur tes besoins dans l'équipe, sur le niveau qu'il va affronter. Je pense que quand on parle d'équipe pro, on est moins dans la formation, on est plus dans les résultats. Peut-être que le joueur physique va te permettre, avec certaines instructions, de pouvoir durer sur le terrain plutôt que le joueur technique qui physiquement est en retard. Peut-être sera une lacune. Et après, il y a technique et technique. Parce que Messi, peut-être que physiquement, c'est pas le plus costaud et tout. Mais on parle d'un joueur qui compense toutes ses lacunes physiques par ses qualités techniques. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est un gros critère aussi. Donc, c'est dur de répondre A ou B, mais c'est clair que je crois que pour des résultats tout de suite, un coach verrait plus à ajouter un joueur plus physique et lui verrait une plus grosse utilité. Après, ça dépend aussi du Ça poste. dépend de Ouais, l'adversaire, ça dépend de plein de choses. Ouais. Je t'ai pas posé une gentille, ça, elle n'était pas mignonne. Donc, on va retourner un peu sur ton parcours. Parce que courant d'année 2023 aussi, tu participes à un showcase. Ouais. C'est FTF. Exactement. Comment cette idée te vient à l'esprit? Ben, écoute, en gros, moi, j'ai une excellente relation avec les gens de FTF. Pour moi, ils font un excellent travail dans un peu l'organisation de showcase à travers tout le Canada. Ils sont hautement réputés et ils sont très, très respectés de toutes les parties prenantes du foot, du moins ici en Amérique du Nord. Puis, en soi, ils ont organisé un showcase ici, à Laval, l'été dernier. Et moi, comme j'ai dit, qui a une bonne relation avec eux, on a fait en sorte de pouvoir avoir une équipe qui joue sous Montréal Crack dans ce showcase. Et on n'a pas eu de cadeau, quoi. On a payé ce qu'il fallait payer, puis on est rentré. Moi, l'objectif de cette équipe, c'était de composer un peu les joueurs disponibles qui auraient le plus à gagner devant ces recruteurs du niveau universitaire canadien ou américain. Donc, oui, l'objectif, c'était vraiment... ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs joueurs du Québec ou quoi que j'ai sélectionné, mais pour moi, de ceux que j'ai vus qui ont le plus une carte à jouer devant ces recruteurs-là. Mais c'est ça, en gros. Et puis, ça s'est très bien passé. Je pense que ça serait quelque chose à répéter et qui était bien pour ces joueurs. Le bilan, il est comment de la compétition? Ça va. L'objectif aussi, c'était pas de gagner, mais c'était vraiment d'avoir des joueurs qui performent devant des yeux qui peuvent leur ouvrir des portes intéressantes. Mais c'est sûr, ce qui a tapé à l'œil, évidemment, Nick, c'est quand on avait joué Soccer Québec U19. Après, on a joué des joueurs qui peut-être se connaissaient pas entre eux ou quoi. Et puis, ça a fait en sorte qu'on gagne. Le score, il est lourd un peu. Mais, par exemple, c'est 4-0, mais je crois que ça ne méritait pas 4-0 en soi. C'était sévère comme score. Mais oui, l'objectif, c'était pas de battre Team Québec ou quoi, mais c'était de jouer contre cette adversité-là et de mettre des joueurs dans des clubs amateurs et les inviter à performer devant la grosse organisation qu'est Soccer Québec. Et c'est ce qu'ils ont bien fait d'ailleurs. Ce qu'ils ont bien fait après 4-0, l'humilité de dire qu'à 4-0, le score
Il est- ça, c'est l'humilité d'un ancien entraîneur qu'on reconnaît là. Non, mais en soi, Nick, c'est clair qu'on voit des scores comme ça. On se dit, ah ouais. Ben d'ailleurs, moi, mon téléphone, il a explosé après qu'FTF poste le score. Mais en soi, j'ai pas envie de jouer à l'avocat, mais c'est juste que les gens, ils mettent des chapeaux sur Soccer Québec que Soccer Québec, je crois, ne prétendent pas porter. Soccer Québec ne dit pas qu'ils vont battre toutes les équipes parce qu'ils ont la meilleure équipe du Québec sur les terrains. Ouais, je comprends. Ouais. Eux, ils organisent des événements, des matchs amicaux contre Ontario, des matchs amicaux contre des académies pro. Et puis, grâce à l'aide des clubs amateurs, essayent de composer une équipe qui pourrait compétitionner. Donc, en soi, eux aussi font face à certains obstacles parfois, certains joueurs pas disponibles ou quoi, mais ils font confiance aux directeurs techniques. Par contre, si les directeurs des clubs, ils n'envoient pas les joueurs les plus intéressants de leur club, là on a un problème. Mais c'est pour ça que tu me dis humilité, mais c'est juste que tout le monde les voit, enfin tout le monde aurait imaginé que, ah oui, Soccer Québec, il joue contre une équipe, donc il gagne tout. D'ailleurs, le match après nous, ils ont fait 1-1 contre une U21 AAA de Roussillon. Tu comprends? Donc, au final, c'est juste qu'ils donnent des opportunités et même, je leur lance des fleurs carrément. Ils ont permis à des joueurs d'accéder à certains niveaux que ces joueurs-là n'auraient jamais imaginé. À la fin, c'est un travail de détection aussi. C'est un travail de... C'est un travail de détection moyen, Nick, parce que je pense que le processus de détection, entre guillemets, de ces équipes de la fédération, c'est vraiment sur recommandation. Donc, en gros, toi, tu es un directeur technique d'un club, tu m'envoies ta liste de joueurs, on va dire les 5 qui méritent le plus d'être appelés par catégorie. Et puis, eux les invitent. Et puis, dans le cadre d'un camp de 2-3 jours, ils vont faire des coupures. Ouais. Ensuite, d'un entraîneur à l'autre, sur ce qu'il recherche pour un affrontement contre une autre province ou quoi, il va faire des coupures et peut-être que ça va faire l'affaire d'un ou peut-être pas faire l'affaire de l'autre. Mais le problème, il est surtout lorsque ces directeurs techniques-là, à qui la fédération fait confiance, ne mettent pas les joueurs qu'il faut sur la liste. Exactement. Ça arrive parfois. Mais écoute, c'est comme je te dis, Soccer Québec, je crois qu'ils ne prétendent pas vouloir avoir la meilleure équipe du Québec sur le terrain ou quoi. Exactement. Eux, ils donnent des opportunités. Et par exemple, à la dernière Gold Cup U15, en août 2023, il y a un joueur qui joue en club amateur qui, grâce à Team Québec et la visibilité donnée par Team Québec, a pu aller avec Team Canada U15. Et même, il a bien performé. Hein. Donc, t'imagines l'exposure, en gros, que ça donne. Le problème, il est seulement dans le statut que les parties prenantes donnent à un joueur qui fait Team Québec. Ouais. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'un joueur, il est Team Québec, il est meilleur que celui qui ne l'est pas. Exactement. C'est juste ça qu'il faut arrêter comme narrative. Je crois que oui, ce sont tous d'excellents joueurs, mais il faut arrêter la hiérarchisation. Un joueur est Team Québec, un joueur n'est pas. L'été dernier, tout simplement, et je crois que ça clôt le débat, il y a un joueur qui rentre au CF Montréal, à l'académie. Pas un camp Team Québec qu'il a fait. Pour diverses raisons. Hein. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute d'un club ou la faute de la fédération ou quoi, mais pour diverses raisons, il n'a jamais fait un camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait une académie pro. Donc, en soi, je crois que c'est juste... c'est une fédération publique qui donne accès à certains joueurs d'avoir une certaine visibilité de par les événements qu'ils organisent et les matchs qu'ils organisent. Et ça, je crois que c'est très bien. Et comme j'ai dit pour le joueur qui a fait la Gold Cup, c'est clair qu'il y en a que j'oublie qui ont eu une certaine visibilité grâce à ça. Mais il ne faut pas faire de hiérarchie où un joueur a ce statut et un joueur ne l'a pas. Ça, pour moi en tout cas, et je crois que les parties prenantes du foot, les agents, les scouts et tout, ça aussi, ils doivent arrêter de faire ça s'ils le font. Parce qu'à la fin, c'est de la formation. Je pense qu'en post-formation, il n'y a pas de statut.
Exact. Donc, ça compte un peu le showcase, à moins que tu as autre chose à rajouter, parce que je sais que tu es aussi parti au Portugal. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est déroulé? Ben, en soi, pour moi, c'était un voyage très intéressant. Comment ça s'est déroulé, c'est qu'il y a un club de l'autre côté au Portugal enfin, qui ont un recruteur qui est montréalais. Ok. Il s'appelle Mendes. Puis en gros, leur objectif c'était de ramener des joueurs un peu pour les aider à passer, à monter d'une division et de renforcer le club en soi. Et en gros, c'était une opportunité pour eux d'avoir un projet, un nouveau projet et d'avoir des jeunes dans leur équipe qui pourraient faire monter le club. En soi, moi, on m'a invité là-bas. Pourquoi c'était intéressant pour moi? C'était surtout qu'il y a un peu une mentalité chez certains joueurs que aller en Europe, c'est c'est ce qu'il faut faire, sinon tu passes pas pro et tout. Donc, il y en a certains qui se donnent cet objectif-là un peu trop tôt, à mon avis. Hein. Pour moi, il y en a qui se donnent cet objectif-là un peu trop tôt et je voulais voir sur le terrain c'était comment. Donc, c'est clair que le voyage a été vraiment fructifieux sur tous mes apprentissages et de voir un peu comment ça se déroule là-bas, les mentalités, le niveau de jeu et tout. Mais c'est clair que être un joueur qui va en Europe, c'est pas une fin en soi. Quand tu as 18 ans, ça ne veut pas dire que tu pars en Europe, que ça y est, tu vas faire carrière en Europe ou quoi. Moi, ce que je dis souvent aux joueurs, c'est que j'ai pas en tête 5 gars d'ici qui sont partis en Europe à l'âge de 17, 18, 19 ans et qui gagnent leur vie du foot là-bas au moment où on se parle. Ouais. Donc, c'est dire, il y en a certains qui sont partis en Europe et qui gagnent leur vie du foot ici par contre. Ouais. Mais qui gagnent leur vie du foot là-bas, c'est une autre histoire. À cause de quoi? Le niveau, le passeport peut-être, le fait d'être étranger, je sais pas. Mais c'est très difficile. Cependant, selon les conditions que tu as là-bas, je pense que, tu sais, par exemple, il y a des joueurs qui vont au Portugal, mais ils sont logés, nourris, ils n'ont rien à payer et ils sont dans une académie où est-ce qu'ils s'entraînent 5 fois semaine, ils ont des matchs, ils sont bien traités. Oui, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est juste qu'il faut gérer ses attentes. C'est surtout ça. C'est gérer ses attentes parce que là-bas, tu es en compétition avec des gens qui ont faim et parfois qui ont un passeport un peu plus avantageux que le tien. Ouais. Mais bon, c'est ça la réalité des choses. Des fois, il faut l'accepter. Mais non, en soi, le Portugal, c'était fort enrichissant. Puis, je pense que c'est une expérience que tous les joueurs l'ayant vécu va les faire grandir grandement. L'année 2023, j'imagine il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'imagine, pour toi, les hauts, ils ressemblent à quoi? Mais c'est vraiment simple, hein, honnêtement, cette question-là. Pour moi, les hauts de Montréal Crack, c'est juste toutes les relations que j'ai bâties grâce à ça et un peu la confiance que j'ai de certaines parties prenantes très influentes. De là, on parle des plus grands agents, parfois du monde, des scouts à l'étranger, localement, d'entraîneurs de clubs pro localement. Localement, c'est en Amérique du Nord, d'universités américaines, d'universités québécoises. Donc moi, c'est surtout ça les hauts. Et je pense que oui, j'ai fait un bon travail, je pense, et parce que je suis passionné et que mon objectif, c'est vraiment de mettre à l'avant les joueurs. Mais je crois aussi que ça vient, c'est grâce un peu aux gens qui suivent et qui aiment bien ce que je fais. C'est les deux. Donc moi, je remercie tous les gens. Puis je reçois souvent des très bons commentaires qui font chaud au cœur. Par exemple, il y en a souvent qui me disent si tu avais été là plus tôt, par exemple, à certaines générations,
comme les générations dorées de 2001, de 2000, de 99, peut-être qu'il y en a certains qui auraient eu la lumière qu'ils auraient méritée. Mais en soi, non, je fais vraiment ça que pour les jeunes, et le fait d'avoir ces gens-là qui maintenant m'aident à aider les jeunes, c'est ça les hauts pour moi. Que grosso modo, tu as rencontré beaucoup de jeunes à travers les matchs que tu as pu aller regarder, que tu as pu être invité au courant de l'année 2023, au point d'en faire un 11, les joueurs qui t'a le plus marqué. Quels sont les critères justement de ta sélection de ce 11 qu'on va bientôt aborder? Ben, avant de sauter dans les critères, déjà, je voudrais mettre au clair, ça, c'est pas le 11 des meilleurs joueurs du Québec. Je prétends pas. Évidemment. Déjà, très important. J'ai pas vu tous les joueurs du Québec pour pouvoir prétendre faire ça. C'est vraiment le 11 des joueurs que moi j'ai vus qui ont montré le plus de facteurs X, vraiment de qualités qui les rendent spéciales. Il y a des joueurs qui sont excellents, mais qui, malheureusement, cette année, ils n'ont pas beaucoup joué, donc j'ai pas eu l'occasion de les voir. Comme j'ai dit plutôt, je veux voir un joueur dans plusieurs situations, pas juste une fois. Donc les gars qui sont dans ce 11-là, je les ai vus au moins 5 fois jouer. Il y en a pour certains que j'ai vus 10-12 fois. Mais en gros, c'est vraiment le 11 que j'ai vu cette année, 2023, et qui pour moi a montré le plus de choses spéciales et intéressantes. Oui, c'est vraiment ça. Et pour les critères, comme je viens de dire, il faut que le joueur dans sa catégorie dans laquelle il joue, il me montre qu'il est au-dessus, qu'il domine, qu'il a des qualités qui pour lui pourraient se traduire à quelque chose de plus dans 1, 2, 3 ans. Et c'est maximum 2004, donc ça doit être plus jeune que 2004. Puis c'est ça. Donc, tu sais, par exemple, au Québec, on a des joueurs qui jouent à l'étranger ou quoi. Mais pour moi, il faut que le joueur soit également au Québec, parce que c'est une façon aussi de pouvoir donner un peu de visibilité à ces joueurs-là pour des gens qui voudraient venir les chercher. Par exemple, il y en a qui jouent en ce moment à l'étranger, au Portugal ou quoi. Mais pour moi, c'est vraiment important que je puisse aider les gars qui sont ici plutôt que ceux qui ont déjà trouvé leur voie. Donc le 11, on tient encore à le préciser, il est complètement subjectif. C'est le 11 de Montréal Crack, le 11 des joueurs que tu as vu, tu as apprécié. Il y en a sûrement plusieurs et j'imagine que c'est très difficile aussi de faire ce 11. Ouais. J'ai remarqué aussi qu'il y en a quelques-uns que tu as eu la chance de présenter dans ta page. On va l'attaquer, on va attaquer ce 11. Tu vas peut-être nous expliquer un peu tes choix et en quoi les joueurs t'ont ébloui, qui t'ont marqué l'esprit. Donc, la formation, c'est quoi? En soi, c'est un 4-4-2 pour essayer de faire simple, comme ça, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur qui joue où. Si tu es un ailier droit, mais je t'ai mis ailier gauche, pour moi, c'est pareil. T'es un joueur d'avant, un joueur d'attaque. Il n'y a pas de Pep Guardiola, d'innovation. Oui, non. C'est dommage. Moi, j'aurais aimé voir là. Tu m'as dit en off, tu mets bien le 3-4-2-1. Par contre, si je la mets sur un terrain, je pense que je peux battre pas mal d'équipes avec celle-là. La prochaine showcase, ça, tu nous les ramènes. J'espère qu'ils auront déjà trouvé quelque chose d'ici là. On l'espère, on leur souhaite. Donc, on commence par le gardien? Oui, donc gardien Aidan Cancel, 2005. En gros, juste pour faire l'histoire, il vient de Guadeloupe. Okay. Il est venu il y a de ça 2-3 ans. C'est un joueur qui, pour moi, a le meilleur jeu au pied que j'ai vu, tout simplement. Et bien souvent, il y a des gardiens qui sont bons au pied, mais malheureusement, le corps ne suit pas, dans le sens où ils ne font pas le 1m85. Lui, c'est ça la différence. Il fait le 1m85, c'est un chat. Et en plus de ça, il te met des ballons qu'un 6 parfois de niveau semi-pro, il ne te mettrait pas. Okay. Donc honnêtement, et il a presque mené presque à lui tout seul l'équipe du FC Laval U18 en finale de Coupe Québec, qu'ils ont perdu malheureusement, mais dans lesquels durant tout leur parcours, il a montré qu'il était excellent et qu'il n'avait peur de rien. Vraiment, il prenait des risques, ça faisait peur parfois.
C'est en 2005. Exactement. Gardien libéraux. Ah oui, dans le oui, profil. totalement. Ok. Donc, au poste de latéral gauche. Poste de latéral gauche, c'est Thomas Leboeuf. En 2006, il a joué avec la très très grosse équipe du CSMRO l'année dernière, qui ont gagné le championnat U17. Pour moi, c'était une découverte, honnêtement. Puis pour l'histoire, lui, par exemple, il venait de Trois-Rivières et il jouait en 10 à Trois-Rivières. Et là, je le vois débouler sur le côté gauche à Mont-Royal. J'étais vraiment impressionné. Et en plus de ça, physiquement, il est impressionnant et des qualités techniques. Mais Nick, j'ai rarement vu un joueur centré aussi bien. Et je crois que ça, c'est une qualité qui se perd beaucoup, la qualité de centre. Et lui, il te met des ballons sur la tête de son œuf. Il a fortement aidé à devenir meilleur buteur. Donc non, honnêtement, Thomas, c'est quelque chose de très lourd. Je pense que tu vas le voir sur les terrains cet été avec une grosse équipe aussi et il faut aller le voir. Quelle catégorie? Je ne saurais pas te dire cet été il va jouer où. L'été dernier. L'été dernier, il était en U17, Okay. donc U17 AAA avec MRO. Et puis malheureusement pour MRO, il s'est blessé très tôt dans le tournoi au championnat canadien. Okay. Je pense qu'il serait allé assez loin, un peu plus loin s'il avait été là, parce que même s'il est latéral gauche, pour moi, c'est une de leurs plus grosses armes offensives. Donc au poste de central gauche, on a un 2004. Oui, 2004, il s'appelle Iverson Monongo. Il a joué en réserve du CF Montréal, il s'est ensuite aventuré en Europe. Il a eu une bonne expérience là-bas et il est revenu très très fort ici au Québec. J'ai eu la chance de le voir lui au Portugal, de mes propres yeux. Et en soi, c'est le genre de défenseur qui, ça sert à rien de le presser. Ça sert à rien de le presser. Il a de la glace dans les veines. Le gars, jamais sous pression, il peut te briser des lignes les yeux fermés et trouver les milieux de terrain dans des poches où tu t'imagines pas que quelqu'un pourrait le trouver. Un défenseur serein. Et pour l'accompagner, on a un central de Saint-Laurent. Exactement, donc Adriel Baudric. Lui, honnêtement, c'est un défenseur qui allie méchanceté et pied de velours. Donc le gars, honnêtement, t'as pas envie de l'affronter. Et juste pour montrer un peu de son caractère, il a commencé avec les U17 3A de Saint-Laurent, le début de la saison, et il a terminé titulaire avec la réserve de Saint-Laurent en semi-pro. Okay. Et pour les gens qui ne savent pas, la réserve de Saint-Laurent, elle peut battre des équipes d'équipe première. C'est une équipe très très forte et lui, il s'est frayé un chemin dans cette équipe-là. C'est dire un peu la maturité du gars et l'avance qu'il a dans sa génération. Dans un rôle de titulaire en réserve semi-pro. Exactement. Très fort. Oh, oui. Latéral droit, Sacha Deslandes. Sacha Deslandes, honnêtement, pour moi, c'est un des joueurs les plus complets que j'ai vu. Si je dois miser qui sera joueur du match dans un match où lui il joue, je mise Sacha Deslandes. Le gars, il peut tout faire. Donc défensivement, à 1 contre 1, c'est impossible de le battre. Dans sa gestion de sa profondeur, il est toujours aux aguets et anticipe de la meilleure des manières. Et offensivement, peut en transition te trouver un joueur côté opposé et le servir dans ses pieds. Donc, par exemple, lui, j'ai eu la chance de le voir avec le brassard de cette équipe d'Emeraude qui a gagné le championnat U17 et également avec le collège Vanier par la suite qui, en tant que rookie, première année, il a eu un rôle extrêmement important et même il a prouvé être un joueur de qualité à plusieurs postes différents, donc en tant que central comme en tant que latéral droit, piston droit. C'est fort. Oui, très fort. C'est très fort. Devant la défense, je sais que tu vas me corriger, c'est pour ça que je prends un temps d'arrêt, mais je suis obligé de le placer. Tu vas me corriger, je sais. Le double pivot. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu me corriges. Mais tu sais, c'est mon terme que j'adore. Double pivot, on a des milieux de terrain aussi devant la défense. Le premier, c'est le milieu du FC Laval. Exactement. Donc, William Zafo, 2006. Mais si tu le vois, tu ne dis jamais qu'il est 2006. Le gars, en fait, physiquement, même moi, j'aurais peur de jouer contre lui. Et en fait, il allie finesse technique et impact physique et volume de jeu de la meilleure des manières. Il a même eu en 2023 des minutes en première équipe avec le FC Laval, qui était une équipe vraiment compétitive. Donc c'est dire un peu
le caractère du gars et l'importance que tu peux lui confier. En soi, il va savoir gagner des ballons, tous les duels, que ce soit aériens ou au sol, et pouvoir relancer de la meilleure des manières en brisant des lignes. Le gars, il est programmé pour le foot de haut niveau. Programmé pour le foot de haut niveau, c'est les termes de Montréal Crack. Je te charrie un peu parce que tu ne m'as pas corrigé pour le double pivot. Je suis très content. Avec lui, un produit du CS Longueuil. Oui, un vrai produit du CS Longueuil. Pour moi, ça a été une découverte aussi. Je ne le connaissais pas. Alan Elundoumani. C'est une vraie pépite. En soi, j'ai rarement vu un joueur avec autant de qualité technique et surtout qui prône le beau jeu. Honnêtement, c'est un gars qui a les deux pieds. Impossible à presser au milieu. Enfin, c'est impossible de lui enlever le ballon. Puis, il y a tous les milieux de terrain que j'ai vus qui l'ont affronté. Il sort tout le temps au-dessus. Il faut vraiment que le coach adverse fasse une tactique sur lui pour le rendre silencieux, parce que sinon il va te lâcher la dernière passe ou même aller casser les reins et les chevilles de défense adverse. Donc honnêtement, c'est un bijou à avoir joué. C'est un peu le prototype du numéro 8 hybride. Ouais. Ça va capable un peu de... Voilà, et 2006 aussi d'ailleurs, je pense. 2006. On va attaquer les ailiers. Ouais. Les ailiers. J'ai envie de commencer par le milieu gauche, ouais. que tu as mis dans la liste. Malik Diakité. Malik Diakité, 2005. En gros, lui, j'ai eu l'occasion de le voir la saison dernière avec le Celtics, où il jouait déjà en première équipe à l'âge de 18 ans. Par contre, le gars, physiquement, il est prêt à jouer contre des hommes. Mentalement, il n'a peur de rien. Puis, ce qui est intéressant avec lui, c'est vraiment sa patte gauche et son volet technique où, à 1 contre 1, il est super puissant, où sa protection de balle va le rendre impossible à couvrir. Et en même temps, face au but, il s'en fout, il met au fond. Alors, à droite, son pendant à droite, j'ai envie de dire, il m'a un peu marqué. C'est 2007. Ouais. 2007, Karim Hamdi du CS Longueuil. En gros, c'est un joueur que j'ai vu jouer avec les 2006 du CS Longueuil la saison dernière, donc il jouait une génération au-dessus. Et puis, ça se voyait tout simplement pas. J'ai pas peur de dire que ce gars-là, dans la dernière année, il a montré qu'il avait un des tirs les plus dangereux que j'ai vu des joueurs de des générations 2006, 2005. C'est vraiment un joueur intéressant. Il peut jouer en 10, il peut prendre le côté et il a des centres millimétrés aussi. Donc, comme il peut autant jouer en faux pied qu'en 10, mais il est vraiment surveillé. Et devant eux, une doublette de 2004. Oui, une doublette de 2004. Alexandre Marcoux de l'AS Blainville. En gros, lui, c'est un joueur qui est déjà confirmé, quoi. Il a gagné déjà une médaille d'or avec le Team Québec 19 aux Jeux du Canada. Puis il a prouvé cette année aussi que c'est un joueur sur qui les équipes en semi-pro pouvaient centrer leur jeu. Même si ça n'a pas trop été fait comme ça, mais malgré ça, il a réussi à sortir son épingle du jeu et marquer des buts très très intéressants. C'est un attaquant fort physiquement qui pourrait servir de pivot et qui tu ne dois pas laisser tirer. Avec lui, Samir Djia. Voilà, Samir Djia, qui pour moi a gagné sa place dans ce 11 avec sa saison collégiale qu'il a fait avec Champlain. En gros, juste pour te dire, il a joué avec que des joueurs plus jeunes que lui et il a réussi à les porter au play-off. Lui, c'est un 2004 et il jouait uniquement avec des 2005 et des 2006. Donc, c'était vraiment remarquable. Il a réussi à faire des stats. Et quand tu vois les matchs, tu vois vraiment un leader devant. Et même avec Saint-Hubert en semi-pro, il n'a pas commencé en tant que titulaire. Même parfois pas dans le groupe, mais vers la fin de la saison, on le voyait de plus en plus avec le groupe. Et il a montré être quelqu'un qui a un fort caractère. Non seulement parce qu'il peut porter son équipe de jeunes derrière lui avec son cégep, mais aussi lui-même de se battre
à toutes les semaines pour sa place en semi-pro et qu'il a bien fait. Alors ça, c'est qu'est-ce qui conclut notre 11. J'imagine que tu auras partiellement dévoilé ton 11 aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des joueurs justement qui sont au courant ou ils vont le découvrir? Ils sont au courant, ils sont au courant. Il se peut qu'il y en ait qui le découvrent, mais je pense que ça parle très très rapidement. J'ai été surpris de voir la vitesse à laquelle ça parle entre les joueurs. Ouais. Je peux te dire qu'ils le savent. Donc évidemment, il y a le 11, il y a certainement beaucoup d'autres joueurs qui t'ont marqué. Oui. Je ne sais pas si tu as des mentions honorables. Bah, il y en aurait trop pour cibler certains joueurs, mais honnêtement, il y a des joueurs aussi, comme j'ai dit, excellents, mais c'est juste qu'ils n'ont pas assez joué. Puis même, il y en a qui peut-être juste qu'ils n'ont pas encore trouvé leur poste où ils pourraient exploser, mais qui ont les talents pour. Ça, c'est sûr, mais comme j'ai dit plus tôt, ça ne veut pas dire que là, je ne t'ai pas présenté dans 11, que tu n'es pas dans les joueurs à surveiller, pas du tout. Mais je pense que s'il faut, le foot, ça se joue à 11, et je dois faire en 11, c'est les choix que j'ai faits. Mais en soi, on a énormément de talents du même niveau que ceux qui sont dans le 11 qui ne le sont pas. Et évidemment aussi pour les jeunes qui regardent, qui peuvent, j'imagine, être déçus aussi de ne pas figurer dans le 11. C'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure avec Soccer Québec, il n'y a que toi, tu vois, dans ça. Oui. Puis aussi et surtout, c'est que, comme je disais, le gros de ce que je fais, c'est dans les coulisses, à parler avec des agents, avec des scouts, tout ça. Et il y en a certains là qui ne sont pas dans le 11, à qui je pousse à fond leur dossier et qui peut-être n'auraient pas eu les occasions qu'ils ont si je n'avais pas été là. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'es pas là, que je ne vais pas t'aider. Au contraire. Honnêtement, il n'y aura personne au Québec qui pourra dire que je prône pas pour sa paroisse et que j'essaye pas au moins de lui avoir quelque chose. C'est clair qu'il y a des niveaux au foot. Hein. C'est certain que pour un tel club, pour une telle université, il y en aura certains à qui ça va être plus compliqué, certains à qui doivent prendre plus de temps, peut-être aller ailleurs. Mais personne ne pourra dire que Montréal craque, il le boycotte ou quoi. Jamais, jamais, jamais. Donc, monsieur Montréal craque à Nice, avant de te laisser, je pense qu'on devrait parler aussi de quelque chose qui est quand même assez intéressant, qui est dans ta vision de football, c'est un peu les débouchés. Les débouchés, parce qu'aujourd'hui, quand on veut passer, j'ai envie de dire, pour aller dans le monde professionnel, pardon, il y a quelques options qui s'offrent à nous. Il y a l'Europe, le volet universitaire, que ce soit ici au Québec, en NCAA. Et il y a aussi le contrat pro qui nous tend en CPL. Alors je sais que c'est un avis qui est complètement subjectif, mais encore une fois, je pense que dans le titre, à Montréal craque. Montréal craque, c'est toi. Et je vais te demander ton avis sur ça. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes? C'est sûr que c'est du cas par cas, Nick. Il y a des joueurs peut-être qui sont prêts à faire le saut dès un très jeune âge en Europe. Je te dirais qu'il y en a plus qui ne sont pas prêts. Mais tous ceux qui ont déjà parlé avec moi vont savoir l'importance que je donne au parcours scolaire. Parce que la réalité, c'est que oui, par exemple, sur ma page, il y a des dizaines et des dizaines de joueurs. Combien vont passer pro? Ça risque fort probablement d'être un très petit pourcentage. Le fait d'aller en Europe, c'est clair que c'est bien si tu as la nationalité, une quelconque nationalité européenne, parce que tu ne comptes pas comme joueur étranger. Et ça, c'est le plus gros des obstacles quand tu vas là-bas, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place pour un joueur étranger. Et il faut vraiment que tu sois exceptionnel pour qu'il, toi, te donne la place de joueur étranger, plutôt que peut-être même un joueur soit dans l'équipe première. Donc, ça, c'est un des facteurs. Si tu n'as pas le passeport français, italien, espagnol, portugais, essaye de reconsidérer. Ensuite,
Et là, je parle peut-être pour les jeunes qui ont plus 16, 17 ans, 18 ans. Ouais, c'est une fonction d'âge aussi. Oui, c'est une fonction d'âge. Parce que passé cet âge-là, à 20 ans, il n'y a plus beaucoup de programmes de jeunes encore. Parce que souvent, ça s'arrête à U19. Par exemple, en Italie, ça s'arrête à U19 et ensuite, c'est direct équipe première. Ouais. Au Portugal, c'est U19. Et si ton équipe première n'est pas dans les 2 premières divisions, tu n'as pas du 23. Donc, c'est compliqué. Et au Portugal, c'est U19, U23. Quand tu passes ton année U19, tu as 20 ans. Souvent, l'équipe U23, c'est des gars de 21, 22 ans. Et ça va être dur pour toi de te faire une place. Et pour te rejoindre, même en France, ils sont en train de rayer tout ce qui est CFA depuis. Oui, donc en France, par exemple, après U19 NAS, il n'y a presque plus rien maintenant. Il n'y a presque plus rien. Donc, il va falloir que tu ailles dans une division 6, en équipe première, et essayer de te faire de la place là-bas. Donc, c'est pour ça que le passeport est fortement intéressant et c'est pourquoi je demande aux joueurs de considérer ça parce que ça peut être un obstacle dont je ne veux pas qu'ils se rendent compte un peu trop tard. Et pour revenir sur le parcours scolaire, c'est que je pense que chez nos voisins américains, on a des programmes qui sont formidables, qui peuvent permettre à nos talents de pouvoir étudier, obtenir un diplôme d'une grosse université, d'une université reconnue, en même temps d'avoir un suivi sportif pendant 3-4 ans. Et souvent, ce que nos joueurs ont besoin, c'est vraiment juste d'être posés dans un programme où il y a une ligne directrice et il y a des voies qui sont concrètes. Un joueur qui part en Europe, c'est vraiment année après année. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as un contrat d'1 an et l'année d'après, tu as une option. Tu ne sais pas s'ils prennent ton option, si tu seras libre. Donc, c'est ça le foot aussi, tu me diras. Mais c'est pas très sûr. Et peut-être que ça serait juste vraiment à une gamme de joueurs d'un certain niveau qui pourraient prendre le risque. Et même là, ça serait risqué. Après, c'est certain que au niveau scolaire, par exemple, les joueurs qui sont passés par le côté universitaire, on en a plein qui sont maintenant pros. Ouais. Enfin, plein. C'est sûr qu'on voudrait en avoir plus, mais on a des exemples concrets. Moïse Bombito, par exemple, pour ne nommer que lui, c'est un gars qui, à 21 ans, il est parti jouer en junior college et par la suite, en 1 an, a trouvé une NCAA et a fait une seule année en NCAA et a été repêché en MLS. Donc ça c'est le genre de parcours pour moi qui est formidable parce que au pire des cas, tu as un diplôme. Ouais. Et tu peux débuter ta vie et tu peux vraiment vivre de ce dans quoi tu as étudié. Donc non, en soi, il y en a qui n'ont pas fait comme Moïse Bombito, qui prennent plus d'années. Il y a Charles Auguste qui a complété son parcours. Puis on en a actuellement maintenant des joueurs québécois qui sont actuellement aux États-Unis, qui sont à leur dernière année, à qui on peut s'attendre à ce qu'en décembre prochain, ils soient repêchés ou qu'ils signent pro. Ouais. Donc c'est sûr que aussi, il y a un facteur, c'est que peut-être c'est pas tout le monde qui est fait pour l'école. Ça, je peux le comprendre aussi. Mais honnêtement, si les joueurs peuvent faire cet effort-là, de se donner le plus de chances à l'école, de pouvoir obtenir un programme qui leur donne une ligne directive, et peu importe le niveau, hein, c'est pas nécessairement la NCAA Division 1, hein, ça peut être la 2, ça peut être le JUCO, mais il y a plusieurs programmes qui peuvent te permettre de passer au prochain niveau et au moins de te donner le temps de te développer parce que souvent, par exemple, si tu as été en club amateur toute ta vie, tu es sur 3 entraînements semaine toute ta vie, est-ce que tu es prêt à 19 ans à partir en Europe qui, eux, se tapent 5 entraînements semaine depuis qu'ils ont 8 ans? Tu as un retard là, tu as un certain retard sur les joueurs de ton âge. Mais là, non seulement tu as un retard, mais en plus, il faut que tu travailles doublement fort parce que si tu n'as pas la nationalité, si tu n'as pas par exemple la nationalité portugaise ou française ou italienne, tu as une seule année U19 parce que tu peux juste signer à l'âge de 18 ans. Tu as une seule année U19 pour prouver que tu as ta place sur le territoire et que tu peux monter par exemple en première équipe ou aller chercher une U23. Donc, non seulement il faut que tu pallies un retard tactique, peut-être technique ou physique, mais en plus, il faut que tu sois parmi les meilleurs là-bas pour faire ta place en tant qu'étranger et de montrer que
tu es du calibre et que tu peux passer au prochain niveau là-bas. Il y a certains joueurs qui ne vont pas aimer là, ce qu'ils entendent, mais c'est la réalité. Et moi, je dis ça pour eux. C'est de faire très attention et de vraiment considérer c'est quoi vos chances et vraiment de voir les obstacles qui se montrent à vous. Je ne blâmerai jamais un joueur qui essaye, par contre. Mais de ne pas poireauter trop longtemps. Donc, c'est surtout ça. Et enfin, pour les meilleurs, ils vont obtenir des bourses complètes dans des grosses NCAA en Division 1. Mais pour d'autres qui peut-être ils sont pas encore prêts et qui ont besoin encore de 1 an, 2 ans de développement, il y a d'autres niveaux aux États-Unis qui peuvent par la suite les mener vers la NCAA Division 1. Donc, je crois que c'est ça que les joueurs devraient étudier. Mais de toute façon, je supporterai tout le monde, peu importe le choix qu'ils décident. Mais c'est clair qu'il y a des spéculations. Peut-être que si tu avais fait ça, tu aurais été là ou quoi. Mais en soi, moi, je pense que chaque chemin, tous les chemins mènent à Rome. Mais ça dépend vraiment aussi du facteur chance. Parce que si tu ne l'as pas, ça va être impossible. Il faut de la chance partout. Et c'est pour ça aussi que je crois que tous les chemins sont bons. Puis c'est ça. Ah, quand je t'entends parler de NCAA, Ouais. je t'entends parler aussi d'Europe, ça me trotte un peu à l'esprit. Parce que je me dis, est-ce que le Québec, j'ai le Québec, mais c'est aussi la structure canadienne, n'est pas un peu victime de son système? Parce que le système football, que ce soit universitaire ou football, parce que je donne l'exemple, la NCAA, ça porte, on va pas se mentir, ça porte beaucoup de débouchés vers la MLS. En Europe, tu me parles d'Europe, c'est vrai, à partir d'un très jeune âge, même quand tu joues en club amateur, tu joues beaucoup par semaine. Est-ce que tu penses que justement, nous au Québec et même au Canada, on n'est pas un peu victime en fait de notre système, de notre encadrement football, même si que Soccer Québec a fait une réforme et je pense qu'on va dans la bonne voie. Ben, là, toi, tu me parles du volet plus universitaire ou vraiment juste des débouchés disponibles? Exactement, débouchés. Ben, la vérité aussi, c'est que le fait de juste avoir un club pro, c'est un des facteurs qui a le plus d'influence sur ce manque de débouchés. En Ontario, on compte 4 CPL, 3-4 CPL. Donc, c'est clair que ça influe. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de chemin. Ceux qui sont les plus chanceux vont pouvoir aller au CF. Le CF qui fait un excellent travail d'ailleurs dans le développement de ces jeunes-là. Mais si tu n'as pas la chance d'aller au CF, c'est clair qu'il va falloir commencer très tôt à étudier tes possibilités et à étudier un peu où tu peux aller et vraiment de prendre au sérieux ce choix. C'est pas parce que tu as vu ton ami partir là-bas que toi aussi tu dois aller partir là-bas. Et peut-être que lui, tu trouves qu'il n'a pas le niveau ou quoi, mais c'est sûrement pas le bon chemin pour toi. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que on a un circuit québécois, par exemple, universitaire. Exactement. C'est juste que un jeune de 18-19 ans qui termine, généralement, ils vont à l'université à 19-20 ans. Souvent, tu retrouves là-bas des joueurs de 24 ans, 25 ans dans le circuit québécois, chose que je vois rarement aux États-Unis. C'est un peu plus rare. Donc, c'est clair que les joueurs les plus jeunes vont parfois tendre à aller du côté des États-Unis, pour ceux qui ont des bourses et qui ont la chance d'y aller, parce que le niveau de jeu déjà et les joueurs vont leur permettre d'avoir du temps. Parce que si par exemple tu signes dans une université à Montréal, leurs deux défenseurs ont 23 et 25 ans, toi tu as 19 ans, tu vas pas jouer. Voilà. Donc par contre, ils risquent d'avoir une grosse université de l'autre côté qui te donne une bourse et qui veulent te faire jouer. Donc ça, c'est clair que c'est un enjeu. Mais oui, donc le fait qu'on n'a pas de club pro, on a un circuit universitaire qui est bien, mais qui ne donne pas assez de chance au niveau de la CPL, parce qu'on n'en a pas ici au Québec. Juste à voir le dernier draft, on voit que
tout le monde presque repêche chez l'université de sa région. Ouais. Nous, malheureusement, on n'a pas ce luxe-là. Et souvent même, quand tu es repêché, tu as un contrat de développement ou quoi qui te met à risque parce que tu peux être renvoyé en universitaire directement. C'est pas un contrat pro dès le début. Donc c'est ça qui est un peu délicat. C'est pour ça que je tendrais à dire que si la bourse parce que l'argent est un vrai facteur, si tu as les moyens ou que tu as une bourse, pour moi, ça serait mieux d'aller de l'autre côté, aux États-Unis. Mais les portes ne sont pas fermées non plus si tu joues à universitaire ici. Puis si tu prouves, je crois qu'il y aura toujours des opportunités. On va pas se mentir, aussi aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup de budget qui est mis dans les universités. C'est pas quelque chose qui n'est pas fait ici, mais c'est des structures pro. Surtout, par exemple, là-bas, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs conférences. Il y a des conférences un peu plus huppées qui ont beaucoup de visibilité. C'est des conférences qui leurs universités ont littéralement des installations de pros. Tout ce qu'on retrouverait chez un club MLS, on le retrouverait dans cette université-là, si c'est pas mieux. Donc, et ça, c'est à l'année longue, hein, parce que les joueurs, ils sont dans la session d'hiver et là, dans la session d'automne. Donc, c'est clair que ça rend les choses intéressantes. Et aussi, c'est une expérience d'aller à l'étranger, d'avoir à jouer avec et contre des gens de différents milieux. C'est clair que c'est une expérience. Mais oui, en soi, les universités américaines auront peut-être cet avantage-là de par, comme tu as dit, le financement qu'ils ont et tout ça, parce que c'est la NCAA, c'est peut-être la 4e ligue aux États-Unis. Hein. C'est plusieurs milliards de dollars qui sont investis là-dedans, mais pour tous les sports confondus. Donc oui, c'est ça. Bon, Montréal Crack, je pense qu'on a fait le tour. À moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, je pense que tout a été assez bien expliqué. Ouais. Écoute, moi je tiens juste à remercier tout le monde, à te remercier toi de m'avoir invité. Puis je pense qu'on va pouvoir se revoir bientôt, peut-être pour autre chose. Là, je te mets un petit coup de pression là, pour que tu me Mais non, merci à toi. Écoute, tu m'as mis un coup de pression directement en plus en caméra. Moi, j'allais être là, j'allais être plus gentil, j'allais te dire, écoute, tu sais très bien que, on rigole, mais tu sais très bien que, évidemment, que tu vas revenir et que, comme on le dit si bien, comme l'expression le dit, mi casa es tu casa. Je sens mon meilleur espagnol, mais franchement, tu sais très bien que tu es le bienvenu. Si tu veux parler, tu sais, on est toujours en contact, on s'appelle et tu viens. Déjà 1 an, je pense que voilà, tu as fêté ton, je veux dire là, le bébé il prend ses ailes là, ton bébé il fait 1 an. Félicitations encore. Merci. Et félicitations à toi aussi. Ouais, notre destin il est un peu lié là, en fait, nous 1 an ensemble là. Je pense que le prochain épisode on va couper un gâteau pour célébrer. Donc merci déjà pour ton temps, ta disponibilité et on se dit très certainement à la prochaine. Yes, à la prochaine et merci à tout le monde.